Comment les États-Unis ont-ils mené l'opération de sauvetage du pilote du F-15? Quelle technologie la CIA a-t-elle utilisée pour localiser les pilotes? Et surtout, les États-Unis ont-ils réellement mené cette opération pour sauver les pilotes? Ou cherchaient-ils à s'emparer de l'uranium? C'est à toutes ces questions que nous allons nous intéresser. Dans cet épisode de notre série Inventé, nous examinons de près l'opération de sauvetage des pilotes menée par les États-Unis. Tout a commencé dans la nuit du 3 avril 2026 à 2h15 de F-15 à Strike. Eagle ont franchi la frontière irano-irakienne à basse altitude. Leur cible était un abri de commandement enfoui en profondeur. Pour éviter le système de défense aérienne à longue portée Bavar 373 de l'Iran, ils volaient dans des vallées étroites en utilisant des radars de suivi de terrain. C'est à ce moment-là qu'un système de missiles solaires hautement mobile, embusqué dans le passage en contrebas, a verrouillé l'avion. 2 missiles ont été tirés. Le pilote a réussi à éviter le premier en lançant des leurres et en effectuant des manœuvres à forte gravité, mais le second a explosé à proximité, provoquant une panne critique. Le F-15 s'est écrasé. Cependant, le pilote et l'officier système d'armes ont réussi à s'éjecter. Les États-Unis ont immédiatement localisé le pilote, mais l'officier système d'armes, pour échapper aux forces iraniennes qui se rapprochaient, a quitté sa position et s'est caché sur les pentes des montagnes. De là, il a envoyé un signal de position aux forces américaines. Après avoir localisé le signal, le commandement des forces spéciales américaines a lancé l'opération pour sauver l'officier du F-15. Alors que les recherches commençaient, les forces iraniennes de réaction rapide dans la région se dirigeaient déjà vers la zone du crash. À 2h45, des Addix Thunderbolt 2, positionnés à proximité de la zone du crash, ont été envoyés en urgence pour assurer l'escorte de sauvetage. Au sol, alors que des milices iraniennes s'approchèrent de l'officier système d'armes tombé, un Addix a ouvert le feu à basse altitude avec son légendaire canon Avenger de 30 mm, neutralisant instantanément le convoi ennemi. Mais à cet instant précis, le bruit des manœuvres de l'avion et les traçantes ont révélé sa position. Un soldat iranien a tiré un missile depuis son épaule. Il s'agissait d'un missile à guidage infrarouge de fabrication chinoise, une copie des systèmes Manpads russes. Le missile a atteint le moteur turbofan droit de l'appareil et l'a pulvérisé. Un avion classique aurait explosé en plein vol à ce moment-là, mais le blindage en titane légendaire du Addix lui a permis de rester en l'air. Le pilote a réussi à diriger l'appareil gravement endommagé loin des montagnes, vers le golfe avant de s'éjecter. Cependant, la crise sur le terrain s'aggravait. Les États-Unis avaient perdu un F-15 et un Addix avait été abattu. L'officier système d'armes blessé avait gravi une crête à 7000 mètres et continuait d'envoyer un signal de détresse. Le pilote ne pouvait pas maintenir une communication radio constante, car les gardiens de la révolution iranienne recherchaient activement sa fréquence. Les caméras thermiques classiques ou les satellites étaient inefficaces, la cible étant enfouie dans les profondeurs des montagnes et des rochers. C'est à ce moment précis que les États-Unis ont déployé une nouvelle technologie, considérée comme l'un des outils de surveillance les plus puissants jamais utilisés par la CIA. Son nom, Ghost Murmur, autrement dit le murmure fantôme. Elle a été développée par la division secrète Skunworks de Lockheed Martin. Il s'agit d'un système de magnétomètre quantique à longue portée, capable de suivre les battements de cœur d'un individu, ami ou ennemi, et de se verrouiller sur lui. Mais comment cette technologie incroyable fonctionnait-elle ? Le système repose sur la physique fondamentale du corps humain. À chaque battement, votre cœur génère un champ électromagnétique, et c'est précisément ce que le système détecte, vos battements cardiaques. Son cœur technologique repose sur des défauts microscopiques, spécialement conçus à l'intérieur de diamants synthétiques, connus sous le nom de centres de vacances d'azote. À l'échelle quantique, ces défauts sont extrêmement sensibles, même aux plus infimes fluctuations des champs magnétiques. Lorsqu'ils sont montés sur un Black Hawk ou un avion HC-1330J, ces capteurs déploient une immense grille invisible au-dessus de la zone, capable d'enregistrer l'empreinte électromagnétique du cœur humain à des kilomètres de distance. Le système intègre également une intelligence artificielle qui filtre le bruit de fond et se concentre uniquement sur les battements de cœur de la cible. Grâce à cela, Ghost Murmur est un système passif. Il n'émet aucun signal. L'officier n'avait donc pas besoin d'utiliser sa radio. Tant que son cœur battait, il pouvait être détecté par la CIA. Une fois les coordonnées exactes de l'officier système d'armes déterminées grâce à Ghost Murmur, la CIA a lancé une campagne de désinformation à l'intérieur de l'Iran afin de détourner l'attention des forces iraniennes. Pendant que ces forces s'étaient redistraites, l'opération principale a débuté à 3h du matin dans le ciel du sud disparant, et c'est là que les choses deviennent encore plus surprenantes. Les États-Unis ont littéralement établi une base avancée temporaire à l'intérieur de l'Iran. Ils ont pris le contrôle d'une piste agricole abandonnée située au nord de la ville de Shiraz, dans la région du sud disparant. Un champ iranien vide a été transformé en zone de rassemblement américaine. 2 avions de transport HC-130J ont été envoyés dans la région, transportant des unités spéciales américaines. La Delta Force et la Navy SEAL Team 6 ont progressé vers le sud d'Ispahan à bord d'hélicoptères lourdement armés MH-6 Little Bird et MH-60 Black Hawk. Au-dessus d'eux, des F-35, des Hadis, des drones Reaper et des avions de guerre électroniques assuraient la couverture. Les forces spéciales ont atteint l'emplacement de l'officier système d'armes et l'ont évacué sain et sauf à bord d'un hélicoptère. Cependant, les forces iraniennes avaient également localisé sa position et avancé vers la zone. À ce moment-là, les F-35 et les Hadis ont bombardé les convois de la police iranienne et des gardiens de la révolution.
Mais le plan d'évacuation ne s'est pas déroulé de manière simple ni réussie. Un hélicoptère HH-60W faisant partie des appareils entrés dans l'espace aérien iranien pour secourir les pilotes du F-15E a été touché par des tirs d'armes légères provenant de la police iranienne et d'éléments locaux provoquant de la fumée. Certains membres d'équipage ont été légèrement blessés, mais l'hélicoptère a réussi à retourner en Irak en toute sécurité. Les forces spéciales ont transporté l'officier blessé jusqu'à la piste en terre qu'elles avaient sécurisée. Toutefois, deux des énormes avions de transport HC-13-130J Combat King, censés les extraire, sont tombés en panne et n'ont pas pu décoller. Pendant ce temps, les convois des gardiens de la Révolution se rapprochaient rapidement. Pour éviter l'effondrement du corridor d'évacuation, les États-Unis ont bombardé en continu les unités iraniennes. Les États-Unis ont alors envoyé en urgence 3 nouveaux avions depuis la zone la plus proche, permettant d'évacuer tout le personnel. Mais 2 avions de transport ainsi que des hélicoptères sont restés sur place. Selon les États-Unis, ces équipements ne devaient être en aucun cas tombés entre les mains de l'Iran. C'est pourquoi ils ont détruit leurs propres appareils en les bombardant. 2 HC-130J d'une valeur de 100 millions de dollars chacun, ainsi qu'un hélicoptère Little Bird. Les forces iraniennes ont atteint les débris. Elles ont même récupéré et diffusé les identités de certains soldats. L'Iran a célébré cet événement comme une victoire. Du côté américain cependant, Donald Trump a considéré l'opération comme un succès, puisqu'elle avait permis de récupérer les pilotes. Mais l'opération de sauvetage ne s'arrête pas là. Selon certaines affirmations, cette mission n'était qu'une couverture. Certains soutiennent qu'il s'agissait en réalité d'une opération liée à l'uranium. Alors, que se cache-t-il derrière cette opération? Quelles sont les allégations avancées? Allons au bout de ces questions. En réalité, s'agissait-il vraiment d'une opération de sauvetage, ou bien, comme l'ont évoqué certains médias, d'une opération terrestre visant à s'emparer des stocks d'uranium enrichi détenus par l'Iran? Cela reste inconnu, bien sûr. Pour savoir si l'opération a été un succès, les seules sources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer sont les déclarations des responsables américains et du président Donald Trump. Mais il existe de grandes zones d'ombre. On parle d'une opération de sauvetage, de pilotes récupérés, mais aucune information claire n'a été donnée sur leur identité, ni sur le lieu exact de leur extraction. D'après ce que nous avons observé lors d'événements similaires par le passé, les médias américains publient généralement en quelques jours des informations détaillées sur l'identité du pilote et l'unité à laquelle il appartient. Pourtant, près de 2 semaines se sont écoulées depuis cet incident, et nous ignorons toujours qui est ce pilote. De plus, la couverture médiatique dans les grands médias américains s'est presque totalement arrêtée, comme si le sujet avait été brusquement abandonné. Personne ne semble s'y attarder. Normalement, on aurait aussi attendu la construction d'un récit héroïque autour de cette opération dans les médias américains. Mais aucun reportage de ce type n'a été diffusé. Tout cela ne fait qu'accentuer les doutes. Une telle opération de sauvetage a-t-elle réellement eu lieu? Et s'est-elle vraiment déroulée comme elle est présentée? Le récit présenté au monde par l'administration américaine, à travers les déclarations du président Donald Trump, mettant en avant le principe de ne laisser personne derrière, et une opération de sauvetage réussie, est totalement différent des informations ayant fuité du terrain et des rapports d'analystes du renseignement. Lorsque l'on assemble les pièces de l'histoire, il apparaît que cette opération massive était moins une mission de sauvetage qu'une tentative de dissimuler une opération militaire ratée. Le principal point de doute concerne la nature des moyens utilisés. Pourquoi 2 énormes avions de transport HC-13 Combat King, capables de transporter chacun environ 90 soldats entièrement équipés, ou d'énormes palettes de cargaison, ont-ils été envoyés aussi profondément derrière les lignes ennemies pour récupérer un seul officier système d'armes blessé sur une montagne? Lorsque l'on examine le déroulement des événements, des éléments assez surprenants apparaissent. Le timing même de cette opération est particulièrement intrigant. Elle intervient précisément au moment où 9 généraux de haut rang au Pentagone ont été mis à la retraite par le secrétaire à la défense des États-Unis avec l'approbation de Donald Trump. Et ce, alors que circulaient des accusations selon lesquelles ces généraux auraient été écartés parce qu'ils s'opposaient à une éventuelle opération visant à s'emparer d'uranium, notamment à une offensive terrestre. C'est dans ce contexte que nous nous sommes soudain retrouvés face à un scénario de mission de sauvetage. Bien sûr, les médias américains ont également abordé le sujet et plusieurs experts ont partagé leurs analyses. Ils soulignent notamment que l'utilisation d'avions C-30 dans ce type d'opération n'a pratiquement jamais été observée jusqu'à présent. Une question se pose alors, si la position du pilote était déjà connue et qu'il pouvait être récupéré avec un seul hélicoptère, pourquoi utiliser de tels moyens? Comme vous l'avez mentionné, chaque C-30 peut transporter près de 90 soldats. Avec 2 avions, cela représente environ 180 militaires. C'était, du point de vue des doctrines militaires, un cas évident d'usage excessif de la force. Une opération classique de sauvetage de personnel aurait été menée avec des hélicoptères d'opération spéciale bien plus discrets sur le plan radar, rapides et maniables, mais ce qui est encore plus frappant, c'est la géographie de l'opération. L'épave du F-15E ainsi que la piste agricole improvisée, où les avions HC-130 ont dû atterrir avant d'être détruits, se trouvaient juste à côté des installations nucléaires d'Ispahan et de Natanz. Une telle coïncidence est trop critique pour être considérée comme anodine. Les affirmations de l'ancien analyste de la CIA Larry Johnson, exprimées sur la chaîne RT basée en Russie, ainsi que des rapports de renseignement en source ouverte,
ont commencé à lever le voile sur ce qui pourrait se cacher derrière cet événement. Selon ces allégations, l'objectif réel des États-Unis n'était pas de retrouver le pilote abattu. L'histoire du crash du F-15E et de la recherche du pilote aurait en réalité servi de couverture à une opération d'élite visant à voler de l'uranium enrichi depuis les installations de Natanz ou d'Ispahan, à s'emparer de matériaux stratégiques, voire à exfiltrer du matériel de grande envergure depuis l'intérieur. Lorsque l'on rassemble tous ces éléments et que l'on complète le puzzle, la probabilité que cet événement soit en réalité une opération visant à s'emparer des stocks d'uranium détenus par l'Iran et qui se serait soldée par un fiasco augmente considérablement. En effet, d'après les informations relayées par les médias américains, 3 avions C-130 supplémentaires ont ensuite été envoyés dans la même zone pour évacuer les soldats sur place. Par ailleurs, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des pièces d'identité appartenant à des soldats américains perdus lors de leur extraction. Lorsque l'on dresse ce tableau, une image totalement différente apparaît. Sommes-nous face à un autre échec d'opération dont nous ne comprendrons pleinement les détails que dans 5 à 10 ans? Est-ce cette image que l'on nous présente aujourd'hui? D'autant plus que par la suite, le président américain a publié des messages très virulents contre l'Iran sur les réseaux sociaux. Ce type de réaction n'est pas habituel. Après une opération de sauvetage réussie, on s'attendrait plutôt à une mise en avant de la réussite, à une valorisation des forces engagées et à des remerciements envers les unités ayant participé. Alors, une question demeure. Qui se trouvait réellement à bord de ces avions C-13? Nous ne savons même pas quels membres de l'armée étaient présents, ni quelles unités ou forces de l'armée américaine étaient impliquées. Dans un tel brouillard, il est extrêmement difficile de comprendre exactement ce qui s'est passé. Comme nous l'avons dit, nous essayons de reconstituer l'ensemble en assemblant les pièces une par une. Mais ce qui ressort clairement de l'image actuelle, notamment le fait que les États-Unis aient dû bombarder leurs propres avions, montre sans ambiguïté que l'opération ne s'est pas déroulée de manière fluide ou maîtrisée et qu'elle était loin d'être une opération propre ou sans accroc. Les avions HC-13 Zanché capables de transporter 90 soldats n'étaient pas là pour secourir un pilote blessé, mais pour transporter des matériaux nucléaires lourds ainsi qu'une vaste unité de forces spéciales chargée de mener cette opération. Mais l'opération a échoué de manière catastrophique. Les gardiens de la révolution iranienne ont détecté cette tentative d'infiltration et ont rapidement déployé d'importants renforts dans la zone encerclant les forces américaines sur cette piste en terre. Les 2 avions HC-130 ne sont pas restés au sol à cause de simples pannes, mais très probablement parce qu'ils avaient été gravement endommagés ou touchés lors des combats intenses, ce qui les a empêchés de redécoller. Que l'on se base sur la version américaine ou iranienne, tout indique dès le départ un manque de planification solide. Vous faites atterrir 2 énormes avions de transport dans une zone ennemie sans avoir correctement évalué ni testé les conditions du terrain, puis vous y déployez des soldats en construisant une opération de sauvetage à partir de là. 2 avions C-130 atterrissent donc sur cette piste. Selon les informations relayées par les médias, soit ils s'enlisent dans la boue, soit, selon la version irano-américaine, ils sont touchés en vol et contraints à un atterrissage d'urgence. Et ensuite, vous envoyez encore 3 autres C-130 dans la même zone. D'un point de vue logique, cela soulève de sérieuses incohérences. Même sans être expert militaire, ce qui est décrit ne semble pas tenir debout. Si 2 avions se sont enlisés dans la boue, il est très probable que les suivants subissent le même sort dans les mêmes conditions. Et s'il y a des forces ennemies dans la zone, envoyer 3 autres avions facilement ciblables peut aussi être perçu, pour ainsi dire, comme une mission quasi suicidaire. L'opération liée à l'uranium se serait transformée en un fiasco total et les soldats américains pris au piège se seraient retrouvés face à un risque réel d'être tués. Dans la panique, un appel aurait été lancé au centre de commandement. Et tandis que le personnel survivant était difficilement évacué à l'aide d'avions de secours, ces énormes appareils auraient peut-être été détruits par des bombardements américains eux-mêmes afin de ne laisser aucune preuve. Possiblement avec des soldats américains morts à l'intérieur. Le lendemain, l'annonce de l'armée iranienne affirmant avoir abattu un drone armé américain MQ-9 Reaper au-dessus d'Ispahan, ainsi que la déclaration officielle du ministère iranien des Affaires étrangères indiquant que l'opération de sauvetage du pilote à Ispahan pourrait être une opération de diversion visant à voler de l'uranium enrichi, ont encore renforcé ces allégations. Cependant, comme nous l'avons dit, il ne s'agit que d'affirmations. Nous ne connaissons pas avec certitude les détails de l'opération de sauvetage américaine. En conclusion, même si les pilotes ont été récupérés, l'opération de sauvetage menée par l'armée américaine s'est transformée en un échec. Cette nuit d'avril, marquée par l'utilisation de technologies comme Ghost Murmur par les ADIX, les F-15 et les avions de transport HC-13-130J, engagés dans une véritable lutte pour survivre, a été présentée comme l'une des meilleures opérations de sauvetage de l'histoire militaire moderne. Mais le fait que tout se soit terminé par la destruction de gigantesques avions de transport aux abords d'installations nucléaires suggère que ce récit héroïque pourrait en réalité servir à dissimuler une opération bien plus vaste, bien plus sombre et catastrophiquement échouée, liée à un possible vol nucléaire. À très bientôt dans le prochain épisode de notre série Inventé. Au revoir.